Il existe un moment suspendu, souvent tard le soir, où l'on regarde son enfant dormir et où une pensée silencieuse nous traverse l'esprit, mélange d'amour absolu et d'une inquiétude sourde. On observe ce visage apaisé, cette innocence qui semble encore intacte, et l'on se demande comment le protéger de ce qui l'attend dehors. Nous savons tous, au fond de nous, que la vie ne sera pas toujours douce, qu'elle comportera son lot d'épreuves, de déceptions, de pertes et de tempêtes imprévisibles. Le désir le plus instinctif d'un parent est de construire une forteresse autour de son enfant, de lisser la route pour qu'il ne trébuche jamais, de filtrer la lumière pour qu'elle ne soit jamais brûlante. Pourtant, nous sentons aussi que cette protection absolue est une illusion, et peut-être même une erreur. La véritable protection ne consiste pas à empêcher la pluie de tomber, mais à apprendre à l'enfant comment marcher sous l'orage sans se noyer, comment avoir froid sans se briser, et comment attendre le retour du soleil avec confiance. C'est cela, l'essence de la résilience. Ce n'est pas l'invulnérabilité, ce n'est pas être insensible au coup du sort, mais c'est la capacité mystérieuse et magnifique de reprendre son développement après un traumatisme, de tricoter une nouvelle vie avec les fils déchirés de l'ancienne. Beaucoup de parents pensent que la résilience est un trait de caractère, quelque chose d'inné, comme la couleur des yeux ou la forme du visage. On pense que certains naissent forts et d'autres fragiles. Mais l'observation de milliers d'histoires de vie nous montre une réalité bien plus nuancée et porteuse d'espoir. La résilience se construit, elle se tisse jour après jour, dans l'intimité des interactions quotidiennes, bien avant que l'enfant ne sache parler, bien avant qu'il ne comprenne le monde. Elle commence dans le regard qu'on pose sur lui, dans la manière dont on répond à ses pleurs, dans la sécurité qu'on installe au creux de son ventre. Élever un enfant résilient, ce n'est pas lui faire des discours sur le courage, c'est sculpter son cerveau émotionnel pour qu'il sache, biologiquement et psychologiquement, qu'il a de la valeur et qu'il n'est jamais totalement seul face à l'adversité. Pour comprendre comment opère cette magie, il faut accepter de ralentir et de regarder ce qui se joue dans les profondeurs du lien parent-enfant, loin des conseils de surface et des méthodes éducatives rigides. La première étape, et sans doute la plus fondamentale de toutes, concerne la construction d'un socle de sécurité intérieure. Imaginez un navire qui doit traverser l'océan. Avant de se préoccuper de la puissance de ses moteurs ou de la beauté de ses voiles, il faut s'assurer que sa coque est étanche. Si la coque est fragile, la moindre vague devient une menace mortelle. Pour un enfant, cette coque, c'est l'attachement sécure. C'est une notion que l'on confond souvent avec l'amour simple, mais c'est bien plus technique et précis que cela. On peut aimer un enfant follement tout en lui transmettant de l'insécurité. L'attachement sécure, c'est la certitude ancrée dans le corps de l'enfant que, quoi qu'il arrive, il existe un port où il pourra toujours revenir se ravitailler. C'est la base de lancement. Paradoxalement, pour qu'un enfant puisse s'éloigner, explorer, prendre des risques et affronter le monde, il doit d'abord avoir été intensément et correctement attaché. On ne s'envole bien que si l'on sait où atterrir. Cette sécurité ne se fabrique pas avec des cadeaux ou des distractions. Elle se tisse dans les micro-moments du quotidien. Lorsqu'un bébé pleure et que quelqu'un vient, non pas pour le faire taire, mais pour comprendre et apaiser, son cerveau enregistre une information capitale. Ma détresse a une réponse, je peux agir sur le monde, je ne suis pas impuissant face à ma douleur. À l'inverse, si ces appels restent sans réponse ou rencontrent de l'agacement, le cerveau apprend que le monde est indifférent ou dangereux, et qu'il faut rester sur le qui-vive. C'est ici que se joue la première graine de la résilience. Un enfant qui a intégré cette sécurité fondamentale n'aura pas besoin de dépenser toute son énergie à se protéger ou à surveiller son environnement. Il pourra utiliser cette énergie pour apprendre, pour jouer, pour créer, et plus tard, pour surmonter les échecs. Il sait, sans même avoir besoin de le formuler, qu'il n'est pas seul. Cette présence intériorisée devient une force tranquille qui l'accompagne partout, même quand ses parents ne sont pas là physiquement. Cependant, il est crucial de comprendre que cette sécurité n'est pas synonyme d'une vie sans frustration. C'est une erreur fréquente de croire que pour sécuriser un enfant, il faut dire oui à tout et lui éviter toute contrariété. Au contraire, la résilience a besoin de la rencontre avec le réel. Si l'on retire tous les obstacles devant lui, l'enfant ne développe jamais les muscles nécessaires pour les franchir. La sécurité, c'est lui donner la main pour sauter par-dessus la flaque, ce n'est pas assécher la flaque. C'est être là quand il tombe pour lui dire « tu as mal »,
je le vois, mais tu vas guérir, plutôt que de dire ce n'est rien, ne pleure pas ou de l'empêcher de courir de peur qu'il ne tombe. La nuance est subtile mais puissante. Dans le premier cas, on valide son expérience et on lui offre du soutien pour la traverser. Dans le second, on nie sa réalité ou on lui transmet notre propre angoisse. L'enfant a besoin de sentir que son parent est solide, qu'il n'est pas effrayé par les émotions de l'enfant. Si un parent s'effondre ou panique dès que l'enfant est triste ou en colère, l'enfant comprend que ses émotions sont dangereuses, qu'elles sont trop fortes pour être contenues. Pour installer cette première étape de résilience, il faut donc travailler sur sa propre posture intérieure. L'enfant boit l'atmosphère émotionnelle de la maison bien plus qu'il n'écoute les mots. Si l'air est chargé d'anxiété non dite, de conflits souterrains ou de précarité affective, l'enfant le sentira dans ses tripes et son système d'alerte restera activé en permanence. Un système d'alerte bloqué sur on empêche la réflexion calme et la régulation émotionnelle nécessaire à la résilience. C'est pourquoi le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant n'est pas d'être un parent parfait, ce qui est impossible et même indésirable, mais d'être un parent suffisamment bon, cohérent et apaisé. Un parent qui sait reconnaître ses propres failles, qui sait demander pardon quand il a réagi trop vivement, enseigne déjà la réparation. Et la résilience, c'est exactement cela, l'art de la réparation. Voir son père ou sa mère trébucher, s'excuser et rétablir le lien est une leçon de vie bien plus précieuse que l'image d'un parent infaillible. Il faut aussi laisser le temps au temps. Dans notre monde accéléré, nous voudrions que nos enfants soient autonomes et forts tout de suite. Mais la construction de cette sécurité intérieure est un processus lent, une imprégnation. C'est la répétition, jour après jour, de rituels rassurants, de regards bienveillants, de paroles qui donnent du sens à ce que l'enfant vit, qui cimentent cette base. C'est comme construire les fondations d'une maison. Tant que le béton n'est pas sec, on ne peut pas monter les murs. Si l'on précipite cette étape, si l'on pousse l'enfant vers l'indépendance avant qu'il ne soit plein de sécurité, on crée une fragilité masquée. Il pourra sembler autonome en apparence, mais à l'intérieur, il sera constamment en train de chercher des appuis, développant parfois des comportements de dépendance affective. À l'inverse, une dureté excessive pour se protéger. Une fois que ce sentiment de sécurité est installé, une fois que l'enfant sent qu'il a le droit d'exister et d'être aimé pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il accomplit, alors seulement il est prêt pour la deuxième étape. Car la sécurité seule ne suffit pas. Un navire qui reste au port est en sécurité. Mais ce n'est pas pour cela que les navires sont construits. Il faut maintenant lui apprendre à naviguer, à lire les cartes et à tenir la barre. C'est ici qu'intervient la notion de récit et de sens, car ce qui traumatise, ce n'est pas toujours l'événement douloureux en lui-même, mais l'incapacité à lui donner un sens, l'incapacité à le mettre en mots. L'enfant résilie est celui qui peut se raconter sa propre histoire sans en être prisonnier. Et c'est ce que nous allons explorer en profondeur en observant comment le langage et la narration deviennent les outils ultimes de la liberté intérieure. Une fois que le navire est solidement construit, que la coque est étanche grâce à ce sentiment de sécurité profonde dont nous avons parlé, il est inévitable qu'il quitte le port. C'est la loi de la vie. L'enfant va grandir, s'éloigner, et fatalement, il va rencontrer le monde avec ses aspérités. Il connaîtra l'injustice dans la cour de récréation, la trahison d'un ami, l'échec à un examen, ou peut-être des drames plus lourds comme le deuil ou la séparation. La sécurité affective lui permet de ne pas s'effondrer immédiatement. Mais elle ne suffit pas à digérer l'événement. Pour que la blessure ne devienne pas un poison qui infecte tout son être, il faut passer à la deuxième étape fondamentale de la résilience, la mise en récit. C'est la capacité de transformer un événement subi, douloureux et incompréhensible, en une histoire que l'on peut raconter, partager et comprendre. L'être humain est un animal qui se nourrit de sens. Nous pouvons supporter presque n'importe quelle souffrance si nous parvenons à lui donner un sens. Mais nous nous brisons face à une douleur absurde, muette, qui nous frappe sans raison apparente. Le danger principal pour un enfant blessé, ce n'est pas toujours la gravité de la blessure elle-même, mais le silence qui l'entoure. Lorsqu'un enfant vit un choc, grand ou petit, il est souvent submergé par une tempête d'émotions brutes. La peur, la honte, la colère envahissent son corps. Si personne ne l'aide à mettre des mots sur ce chaos, l'événement reste stocké dans sa mémoire sous forme de sensations terrifiantes, comme des images flash ou des douleurs physiques qui reviennent sans prévenir.
C'est ce qui crée le traumatisme, une mémoire figée qui ne passe pas. Le rôle du parent, ici, est de devenir un tuteur de sens. Il ne s'agit pas d'expliquer à la place de l'enfant, ni de nier sa peine en disant ce n'est pas grave, mais de l'aider à tisser une histoire autour de ce qui lui arrive. Les mots sont des pansements pour l'âme. Quand on nomme une peur, elle perd déjà une partie de son pouvoir terrifiant. Elle cesse d'être un monstre invisible pour devenir un objet défini, que l'on peut observer et manipuler. Cette éducation à la parole commence par l'exemple. L'enfant apprend à raconter sa vie en écoutant ses parents raconter la leur et la sienne. Combien de fois prenons-nous le temps, le soir, de revisiter la journée avec lui, non pas pour juger ce qu'il a fait de bien ou de mal, mais pour remettre de l'ordre dans le film des événements. Tu as été en colère quand ton frère t'a pris ton jouet. Je t'ai vu devenir tout rouge. C'est difficile de prêter quand on a envie de jouer, n'est-ce pas? Ces phrases simples font un travail neurologique immense. Elles connectent le cerveau émotionnel, qui est en feu, avec le cerveau rationnel, qui apaise et analyse. Petit à petit, l'enfant intériorise cette voix. Il apprendra plus tard à se dire à lui-même « Je suis triste parce que j'ai échoué. C'est normal, ça ne veut pas dire que je suis nul, ça veut dire que je dois essayer autrement. » C'est cette petite voix intérieure, bienveillante et lucide, qui deviendra son meilleur allié dans les moments difficiles. Sans cet apprentissage, la voix intérieure risque de devenir critique, dure ou paniquée, répétant les angoisses sans jamais les résoudre. Il y a une nuance cruciale à apporter ici. Raconter ne veut pas dire se plaindre indéfiniment. La résilience n'est pas la rumination. Certains s'enferment dans le récit de leur malheur, répétant en boucle « je suis une victime », c'est injuste. Le but de la deuxième étape est d'aider l'enfant à construire un récit évolutif, où il n'est pas seulement celui qui subit, mais celui qui traverse et qui apprend. C'est la différence entre dire « je suis tombé parce que le sol est méchant » et « je suis tombé, je me suis fait mal, mais je me suis relevé et maintenant je sais qu'il faut regarder où je mets les pieds. » Le parent guide subtilement ce récit. Il valide la douleur, oui, ça fait très mal, mais il ouvre immédiatement une porte vers l'avenir et l'action, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est ainsi que l'on transforme un enfant victime en un enfant acteur de sa propre reconstruction. On lui apprend que son histoire ne s'arrête pas au moment du choc. Le choc n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Ce travail sur le récit demande aussi aux parents un grand courage, celui de la vérité. Pour protéger leurs enfants, beaucoup d'adultes choisissent le silence ou le mensonge face aux épreuves familiales. On cache la maladie d'un grand-parent, on invente des histoires pour expliquer un départ, on chuchote dans la pièce d'à côté. On croit bien faire, on croit préserver leur innocence. Mais les enfants sont des radars émotionnels d'une précision redoutable. Ils captent tout, les tensions, les regards fuyants, les soupirs. Lorsqu'on leur cache la vérité, ils ne se sentent pas protégés, ils se sentent exclus et angoissés. Ils imaginent souvent des scénarios bien pires que la réalité, car dans l'imaginaire d'un enfant, le flou devient vite monstrueux. Pire encore, ils peuvent penser qu'ils sont responsables du malheur ambiant. La résilience ne peut pas pousser sur le terrain du mensonge. Pour qu'un enfant puisse surmonter une épreuve, il doit savoir à quoi il a affaire. Lui dire la vérité, avec des mots adaptés à son âge, c'est lui témoigner du respect. C'est lui dire « Je sais que tu es capable de comprendre et de traverser cela avec nous ». Cette vérité partagée soude la famille et crée un récit commun. Nous traversons un moment difficile, nous sommes tristes, mais nous sommes ensemble et nous allons trouver des solutions. Cette attitude enseigne à l'enfant que la vie n'est pas lisse, qu'il y a des ombres, mais que ces ombres peuvent être nommées et partagées. Cela développe chez lui une intelligence émotionnelle et philosophique précoce. Il comprend que la vulnérabilité n'est pas une honte. Au contraire, c'est en partageant nos faiblesses que nous tissons les liens les plus forts. Un enfant qui a appris à mettre des mots sur ses émotions ne sera pas effrayé par celles des autres. Il deviendra un ami plus empathique, un partenaire plus compréhensif. Et surtout, s'il lui arrive un jour quelque chose de grave en dehors de la maison, il aura le réflexe de venir en parler, car il saura que la parole libère, alors que le silence emprisonne. L'art du récit va encore plus loin. Il permet la métamorphose.
Boris Cyrulnik utilise souvent l'image de l'huître qui fabrique une perle autour d'un grain de sable qui l'a blessé. Le grain de sable est l'agression, la perle est la réponse de l'huître pour ne pas souffrir. De la même manière, l'enfant peut apprendre à utiliser ses difficultés comme matière première pour créer. Le dessin, le jeu, l'écriture, le théâtre sont des formes de récits détournés. Un enfant qui joue à la guerre ou au docteur est souvent en train d'élaborer un scénario pour dompter une peur. Il ne faut jamais mépriser ces jeux, ils sont sérieux. Ils sont le laboratoire de sa résilience. En jouant, il reprend le contrôle. Il n'est plus celui qui a peur chez le médecin, il devient le médecin qui soigne la poupée. Il renverse les rôles. Encourager l'imaginaire, la lecture, la créativité, c'est donner à l'enfant des outils pour réécrire le monde quand le monde réel devient trop dur. C'est lui donner la possibilité d'inventer des issues là où la réalité semble sans issue. Ainsi, après avoir sécurisé la base, nous avons armé l'enfant de mots et de sens. Il sait qu'il est aimé, étape 1, et il sait qu'il peut comprendre et raconter ce qu'il vit, étape 2. Mais l'être humain n'est pas une île. Il ne se construit pas seulement en lui-même, ni seulement face à ses parents. Pour que la résilience soit complète, pour qu'elle soit joyeuse et durable, elle doit s'ouvrir vers l'extérieur. L'enfant doit découvrir qu'il a un rôle à jouer dans la grande toile du monde. Il doit passer du je au nous. C'est ce troisième mouvement, cette ouverture vers l'altruisme et le lien social, qui va transformer sa force intérieure en une lumière pour les autres. Car paradoxalement, c'est souvent en aidant les autres que l'on finit de se guérir soi-même. Nous avons posé les fondations avec la sécurité affective, nous avons élevé les murs avec la capacité de mettre du sens et des mots sur le vécu. Maintenant, pour que la maison soit habitable et ouverte sur le monde, il faut percer des fenêtres et construire des ponts. C'est la troisième étape, souvent négligée mais absolument vitale. Le tissage du lien social et l'apprentissage de l'altruisme. Il existe une croyance tenace selon laquelle la résilience serait une force solitaire. L'image d'un guerrier qui s'en sort tout seul contre vent et marée. C'est faux. Personne ne se sauve tout seul. La résilience est toujours tricotée avec l'autre. Pour qu'un enfant devienne fort, il ne doit pas se replier sur sa propre citadelle intérieure, il doit apprendre à sortir de lui-même pour aller vers les autres. C'est dans le regard d'autrui, dans l'amitié, dans la coopération et parfois dans le service rendu, que l'enfant découvre une part essentielle de sa propre valeur. Pourquoi l'ouverture aux autres est-elle si réparatrice? Parce que la souffrance et le traumatisme ont une fâcheuse tendance à nous isoler. Quand un enfant va mal, il a souvent le réflexe de se cacher, de se sentir différent, cassé par rapport aux autres qui semblent heureux. Il s'enferme dans une bulle de solitude où ses pensées tournent en rond. L'inviter à se tourner vers l'extérieur, c'est briser cette bulle. C'est lui montrer qu'il appartient à un groupe, à une communauté. C'est ici que le concept de tuteur de résilience prend tout son sens. Ce tuteur n'est pas forcément un psychologue ou un expert. Ce peut être un entraîneur de sport, un professeur de musique, un oncle bienveillant, ou même un ami. C'est une personne qui, par sa simple présence, par un mot d'encouragement ou par la confiance qu'elle témoigne, va redonner à l'enfant l'envie de vivre et de se battre. En tant que parents, nous devons accepter avec humilité que nous ne pouvons pas être tout pour notre enfant. Parfois, la clé de sa guérison ou de son épanouissement se trouve dans la main de quelqu'un d'autre. Favoriser ces rencontres, encourager l'enfant à avoir des mentors ou des passions partagées en dehors de la famille, c'est lui offrir des ressources supplémentaires immenses. Mais il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'aide, il s'agit aussi d'en donner. C'est l'un des paradoxes les plus puissants de la psychologie. Aider les autres aide à se guérir soi-même. On appelle cela l'altruisme défensif ou adaptatif. Lorsqu'un enfant se sent utile, lorsqu'il console un camarade, lorsqu'il participe à une action collective, il cesse de se voir comme un problème pour se voir comme une solution. Il restaure son estime de soi. Il se dit inconsciemment, si je suis capable d'apporter du bien à quelqu'un, c'est que j'ai de la valeur, c'est que je ne suis pas si nul. Encourager l'enfant à l'empathie, non pas comme une contrainte morale mais comme une manière d'être au monde, c'est lui donner une armure contre la dépression. L'empathie décentre. Elle permet de ne pas rester focalisé sur son propre nombril douloureux.
Un enfant qui apprend à lire les émotions des autres devient aussi plus intelligent émotionnellement pour gérer les siennes. L'école, le club de sport, l'association de quartier deviennent alors des lieux d'entraînement à la vie. C'est là que l'enfant expérimente la friction avec le réel social. Il apprend la négociation, le compromis, la solidarité. Il découvre que tout le monde a des vulnérabilités. Cette découverte est capitale. Quand il comprend que le petit garçon qui a l'air si fort a aussi peur du noir, ou que la fille si populaire pleure parfois dans les toilettes, il normalise sa propre fragilité. Il se sent moins monstrueux, plus humain. Le lien social agit comme un miroir rassurant. C'est pourquoi il est si important de ne pas surprotéger l'enfant des interactions sociales, même si elles sont parfois difficiles. Les conflits entre enfants, tant qu'ils ne virent pas au harcèlement, sont des leçons nécessaires. Ils apprennent à affirmer ses limites, à dire non, à chercher des alliés. C'est dans la cour de récréation que se joue la première politique de la vie. Un autre outil formidable de cette troisième étape est l'humour. Boris Cyrulnik insiste souvent sur le fait que l'humour est une marque supérieure de résilience. Pouvoir rire d'une situation difficile, ou même rire un peu de soi-même, c'est mettre de la distance entre soi et la douleur. C'est refuser de se laisser définir totalement par le drame. L'humour est un lien social par excellence. Rire ensemble crée une complicité immédiate. Encourager l'humour chez l'enfant, c'est lui donner une arme élégante pour désamorcer les tensions. Ce n'est pas se moquer de la souffrance, c'est la tenir à distance pour qu'elle ne nous étouffe pas. C'est une forme de politesse du désespoir, une manière de dire au monde « Tu m'as fait mal, mais tu ne m'as pas tué, regarde, je ris encore ». Les familles où l'on rit, même dans les moments difficiles, offrent à l'enfant une soupape de sécurité inestimable. Dans cette dynamique d'ouverture, la culture joue également un rôle de premier plan. Les livres, les films, les histoires sont des liens sociaux différés. Quand un enfant lit l'histoire d'un héros qui surmonte des épreuves, il se lie à ce personnage. Il puise dans la fiction des modèles de courage qu'il n'a peut-être pas sous les yeux dans son quotidien. La culture élargit son horizon des possibles. Elle lui montre qu'il existe 1000 façons de vivre, 1000 façons de se relever. Elle le sort de l'enfermement de son milieu immédiat. Un enfant qui lit n'est jamais tout à fait seul. Il a accès à la sagesse de l'humanité entière. C'est une forme de lien social vertical qui traverse le temps. Encourager la curiosité, c'est donc aussi nourrir sa résilience. C'est lui dire que le monde est vaste et qu'il y a une place pour lui quelque part, même s'il ne l'a pas encore trouvée. Il est important de noter que cette étape d'ouverture doit se faire au rythme de l'enfant. Certains sont des papillons sociaux, d'autres sont des observateurs plus discrets. La résilience ne demande pas de devenir extraverti si ce n'est pas sa nature. Elle demande juste de ne pas être coupé du monde. Un seul ami véritable peut suffire à sauver une vie. Une seule passion partagée peut servir de bouée de sauvetage. L'essentiel est que le flux circule. Que l'enfant ne soit pas une eau stagnante. L'amour qu'il a reçu, étape 1, et le sens qu'il a construit, étape 2, doivent maintenant circuler vers les autres, étape 3. C'est ce mouvement qui maintient la vie. En s'intéressant aux autres, l'enfant découvre que sa propre histoire, aussi douloureuse soit-elle, peut servir. Peut-être qu'il saura mieux écouter un ami triste parce qu'il a connu la tristesse. Peut-être qu'il saura mieux défendre un opprimé parce qu'il a connu l'injustice. Sa blessure devient alors une compétence, une sensibilité particulière qui l'enrichit au lieu de l'appauvrir. Finalement, élever un enfant résilient, c'est l'aider à transformer sa vulnérabilité en humanité. C'est lui apprendre que nous sommes tous liés par notre fragilité commune. C'est une leçon d'humilité et de force. Quand l'enfant comprend qu'il a besoin des autres et que les autres ont besoin de lui, il trouve son équilibre. Il n'est plus un petit être fragile perdu dans un monde hostile, il devient un membre à part entière de la grande famille humaine. Il a des droits, mais il a aussi des devoirs, et le premier d'entre eux est de contribuer, à sa mesure, à la beauté du monde. C'est dans cette contribution qu'il trouvera le sens ultime de son existence, un sens qui dépasse ses propres petits malheurs pour toucher à quelque chose de plus grand, de plus noble. Ainsi, les 3 piliers sont posés. La sécurité qui ancre, le récit qui éclaire, et le lien qui libère.
Mais comment tout cela s'articule-t-il sur le long terme? Comment maintenir cette dynamique quand l'enfant devient adolescent, puis adulte? Comment faire de la résilience non pas juste une réponse à une crise ponctuelle, mais une philosophie de vie durable? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de notre voyage, où nous assemblerons toutes ces pièces pour dessiner le portrait de l'adulte épanoui de demain. Nous arrivons au terme de ce voyage, au moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour former une image cohérente de ce qu'est une vie humaine pleine et résiliente. Après avoir ancré la sécurité, libéré la parole et tissé le lien social, nous devons accepter une vérité ultime. La résilience n'est pas un état final, c'est un mouvement perpétuel. Ce n'est pas un diplôme que l'on obtient une fois pour toutes, garantissant que plus rien ne nous atteindra. C'est une manière de marcher sur le chemin de l'existence, en acceptant que le terrain soit parfois accidenté. L'enfant que vous avez élevé avec ces 3 piliers ne sera pas un super-héros invulnérable. Il pleurera encore, il tombera encore, il aura le cœur brisé. Mais la différence fondamentale, c'est qu'il saura que ces chutes ne sont pas des fins. Il saura, au plus profond de ses cellules, qu'après l'hiver vient toujours le printemps. Il aura intégré le cycle de la réparation. C'est là toute la beauté de l'éducation à la résilience. On ne promet pas à l'enfant une vie facile, on lui promet qu'il aura les ressources pour aimer la vie, même quand elle est difficile. Il faut comprendre que la trace de l'épreuve restera toujours. C'est ce que l'on appelle la cicatrice. Trop souvent, nous voudrions que nos enfants oublient leur douleur, qu'ils redeviennent comme avant. Mais on ne revient jamais en arrière. Le temps ne se rembobine pas. L'enfant qui a traversé une difficulté et qui l'a surmontée n'est plus le même. Il est mûri, il est différent. Il porte en lui une gravure. La résilience, c'est l'art de faire de cette cicatrice une parure, un bijou, plutôt qu'une tache honteuse. Au Japon, il existe un art appelé le kintsugi, qui consiste à réparer les céramiques brisées avec de la laque saupoudrée d'or. L'objet réparé est plus précieux que l'objet neuf, car il a une histoire. Nos enfants résilients sont ces céramiques d'or. Ils ont une profondeur d'âme que ceux qui n'ont jamais rien vécu ne possèdent pas. Ils ont une tolérance, une sagesse et une capacité à savourer les petits bonheurs qui est souvent supérieure à la moyenne. Ils savent le prix de la paix parce qu'ils ont connu la guerre intérieure. Lorsque cet enfant arrivera à l'adolescence, cette période charnière que l'on redoute tant, les graines que vous avez semées porteront leurs fruits. L'adolescence est une seconde naissance, souvent tumultueuse. C'est le moment où l'enfant doit se séparer de ses parents pour devenir lui-même. Si la base de sécurité est solide, il pourra s'éloigner sans se perdre. Il osera contester, explorer, prendre des risques, car il sait que le filet de sécurité est là, invisible mais présent. Un adolescent résilie n'est pas forcément un adolescent sage et obéissant. C'est un adolescent qui cherche sa voie, qui teste ses limites, mais qui ne se met pas en danger de mort, car il a suffisamment d'estime de soi pour vouloir préserver son avenir. Il a des projets, des rêves. La capacité à se projeter dans le futur est un signe majeur de bonne santé mentale. L'enfant blessé qui n'a pas été soutenu reste figé dans le passé. L'enfant résilie, lui, regarde l'horizon. Il a cette petite flamme intérieure qui lui murmure que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, et qu'il a le pouvoir de façonner ce demain. En tant que parents, cette étape finale nous demande le sacrifice le plus noble, celui de l'inutilité. Notre but ultime est de devenir inutile. De voir notre enfant partir, le dos droit, sans se retourner constamment pour vérifier si nous sommes là. C'est un moment doux amer. Il y a la fierté de le voir voler de ses propres ailes, et la nostalgie de ce temps où il tenait tout entier dans nos bras. Mais c'est la loi de la vie. Si nous avons bien fait notre travail, il n'a plus besoin de nous pour survivre, mais il aura toujours envie de nous voir pour partager. La relation change de nature. Elle passe de la dépendance à l'interdépendance choisie. On ne se voit plus par besoin, mais par plaisir. C'est une forme d'amour plus haute, plus libre. Et c'est dans cette liberté que l'enfant devenu adulte pourra, à son tour, transmettre cette résilience. Il deviendra peut-être un parent sécurisant, ou un ami fiable, ou un citoyen engagé. La chaîne de la transmission continue. Le bien que vous avez déposé en lui ne s'arrête pas à lui, il rayonne autour de lui. Il est important de se rappeler que tout cela ne se fait pas sans heurts.
Il y aura des ratés, des jours où vous aurez l'impression d'avoir tout faux, des moments de découragement. C'est normal. La résilience s'applique aussi aux parents. Vous avez le droit d'être imparfait, d'être fatigué, d'avoir vos propres failles. Votre enfant n'a pas besoin d'un robot éducatif programmé pour la perfection. Il a besoin d'un humain qui fait de son mieux. Voir son parent traverser une difficulté, la nommer, et se relever, est le meilleur enseignement possible. Ne cachez pas toutes vos larmes. Montrez-lui comment on les essuie. Montrez-lui que la tristesse est une émotion comme une autre, qu'elle passe comme un nuage dans le ciel. En humanisant votre parentalité, vous lui donnez la permission d'être humain lui aussi. Vous le libérez de la pression terrible de devoir être heureux tout le temps. Le bonheur n'est pas une obligation, c'est une grâce qui survient par moments et que l'on apprend à cueillir. Au bout du compte, élever un enfant résilient, c'est lui donner la permission de vivre toutes les saisons de son existence. C'est lui apprendre à ne pas avoir peur de la nuit, car c'est la nuit que l'on voit le mieux les étoiles. C'est lui apprendre que la vulnérabilité est le berceau de la créativité et de l'amour. Les personnes les plus inspirantes de ce monde ne sont pas celles qui ont eu une vie linéaire et sans accroc. Ce sont celles qui ont su transformer la boue en or. Nelson Mandela, Frida Kahlo, et tant d'autres anonymes qui nous entourent, sont des preuves vivantes que l'esprit humain a des ressources infinies. Votre enfant possède ces ressources. Elles sont là, en dormance, attendant le bon terreau pour germer. Votre rôle est d'être ce jardinier patient. Vous arrosez, vous protégez du vent trop fort, vous mettez un tuteur quand la tige penche, et puis, vous faites confiance à la nature. Vous faites confiance à la force vitale qui pousse en lui. Alors, ce soir, quand vous regarderez à nouveau votre enfant dormir, ne laissez plus l'inquiétude prendre toute la place. Laissez entrer la confiance. Regardez-le non pas comme une chose fragile qu'il faut conserver sous cloche, mais comme une petite flamme courageuse prête à affronter le vent. Dites-vous que vous lui avez donné l'essentiel. Une base pour partir, des mots pour comprendre, et des liens pour partager. Le reste lui appartient. C'est son histoire, son aventure, son mystère. Et même si la route est longue et parfois brumeuse, il saura trouver son chemin, car il porte en lui une boussole que rien ni personne ne pourra jamais lui enlever. C'est cela, le cadeau de la résilience. Une liberté intérieure inaltérable. C'est la promesse que, quoi qu'il arrive, la vie finira par triompher, encore et toujours. Nous vivons dans un monde qui change vite, qui peut sembler effrayant. Mais la biologie de l'attachement et la psychologie de l'espoir sont des forces vieilles comme l'humanité. Elles ont permis à notre espèce de survivre aux glaciations, aux guerres et aux famines. Elles sont inscrites dans notre patrimoine. En activant ces leviers chez votre enfant, vous ne faites que réveiller une sagesse ancestrale. Vous le connectez à la grande chaîne de la vie. Soyez apaisés. Vous faites assez. Vous êtes assez. Et dans ce lien invisible qui vous unit à votre enfant, dans cet amour qui cherche à comprendre et à soutenir, se trouve déjà toute la magie nécessaire pour traverser le temps. La résilience est une petite lumière qui tremble parfois, mais qui ne s'éteint jamais vraiment, tant qu'il y a une main pour la protéger et un souffle pour la raviver. Votre enfant est prêt. Et vous aussi.